bonsoir, 19h, l'heure de la Totale dimanche. Le sommaire de ce magazine d'information, une semaine marquée par une affaire de nitrate d'ammonium, plus de 3000 tonnes stockées au port de Dakar dans des conditions qui ont inquiété plus d'un. La marchandise dangereuse mais utile économiquement serait destinée au Mali. Notre invité est un confrère Abdou Diaw du Soleil. Coin éco, les assurances, un secteur à milliards. Quelle en est la situation actuellement et quelles sont les perspectives? Dossier suivi de l'entretien de Mamadou Ndiaye avec l'expert en assurance Matar Faye. Bouillon culture, vous connaissez le Ndaourabine, le Goumbé, le Ndep. Vous connaissez alors les Lébou, une ethnie riche en culture à découvrir. Une Totale dimanche très sous-régionale, le diplomate maître Demba Traoré, le chargé de la communication de l'URD de Soumaïla Cissé, nous attend à Bamako. Nous restons ensuite au Mali pour vous raconter la tranche de vie du président destitué par l'armée. Ibeka, c'est court mais long comme histoire. Ailleurs, nous irons en Mauritanie, l'ancien président Aziz et ses déboires judiciaires. Et puis un géant dans le monde. 3050 tonnes de nitrate d'ammonium stockées au port de Dakar. On en tremble encore de peur en pensant à la double explosion très meurtrière d'un pont au Liban. En souvenir également, pour ne pas aller loin, de la centaine de morts dans l'accident de la Sonacos à Dakar. Pourtant, cela ne semble point inquiéter le haut commandant du port autonome qui tente de rassurer les Sénégalais. L'ammonium, un produit utile d'un point de vue économique, mais qui peut être dangereux si les normes de stockage ne sont pas respectées. C'est un reportage d'Abdourahmane Ly avec Mafal Fall pour les images. Ces images ont fait le tour du monde. Une double explosion qui a dévasté une partie de Beyrouth et tué plus de 170 personnes. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans l'un des hangars de la zone portuaire ont ainsi provoqué ces déflagrations. Au port de Dakar, c'est une quantité bien au-dessus qui est stockée, 3050 tonnes. Mais pour le haut commandant du port, l'heure n'est pas à la panique. D'autant plus que, toujours selon ses propres mots, la réception de ce type de produit rentre dans le cadre normal de l'exploitation d'un port. Ce qui s'est passé à Beyrouth, je crois qu'on ne peut pas le comparer à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. À Beyrouth, d'abord, le produit est entreposé dans un hangar. À Dakar, le produit est entreposé à l'air libre. C'est sur un terre plat. Donc, différence. Il faut rassurer les Sénégalais. Ce produit, d'abord, est aujourd'hui présent. Depuis, il y a 4 gendarmes qui surveillent ce produit. Le réceptionnaire a commencé à ramener des camions. Il est en train de les charger pour quitter le port. Avant celle de Beyrouth, en tout cas, le nitrate d'ammonium a été à l'origine de 23 explosions qui ont provoqué de gros dégâts matériels et humains. La plus récente remonte à 2015 en Chine. Une double explosion à la suite d'un incendie dans un entrepôt de produits chimiques contenant 2400 tonnes de marchandises, dont 800 tonnes de nitrate d'ammonium, qui a fait 173 morts. Un incendie qu'il faut donc éviter, où des éléments déclencheurs, avertit le chimiste. Birama Thiam invite au respect des conditions de stockage. Ce n'est pas la quantité qui fait le problème, à mon humble avis. Parce qu'aujourd'hui, on a 108 sites en France qui stockent du nitrate d'ammonium, dont 16 qui stockent plus de 2500 tonnes de nitrate d'ammonium. Alors, tout ce que je peux dire dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent en respectant les normes, à faire un très bon stockage. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il nous faut isoler le produit, le stocker dans des conditions normales de CNTP, c'est-à-dire là où on peut vérifier la pression, la température et l'humidité. C'est ça le plus souvent qui cause le problème. Mais le nitrate d'ammonium en tant que tel, le nitrate d'ammonium pur n'est pas un produit explosif.
c'est surtout quand il y a un excitant ou bien un combustible qui devient un problème. Les risques, le chef de l'État Macky Sall semble en être bien conscient. Lui qui, lors du dernier Conseil des ministres, a demandé à ses ministres de l'Intérieur et de l'Environnement de mettre en œuvre un plan de recensement, d'audit et de sécurisation des dépôts de produits chimiques dangereux. On n'a pas attendu que le chef de l'État donne des directives. Le 11 passé, le directeur général du port a convoqué une réunion de sécurité avec les forces de sécurité durant laquelle on a eu à prendre des mesures fortes. Le premier point, c'est l'interdiction formelle de stockage d'entreposage de nitrate dans le port. Un produit qui, par ailleurs, a bien entendu des avantages dans la vie économique d'un pays. Le nitrate d'ammonium, c'est un composé chimique que l'on utilise beaucoup dans l'agriculture. Donc, qui apporte beaucoup comme on le nomme en agriculture, de NPK, de nitrate, de phosphore et de potasse. Donc, ça permet énormément d'enrichir le sol et puis d'avoir une récolte assez fructueuse. Et aussi, le nitrate d'ammonium, on l'utilise nous en chimie dans l'oxydation de n'importe quel composé. Donc ça sert beaucoup en chimie, en industrie, que ce soit agroalimentaire, agronomie, mais aussi dans la chimie de tous les jours basique. Un produit qu'il faudra penser à exploiter au vu de ses nombreux avantages ou à juste interdire sur le sol sénégalais au vu des risques. Le débat est posé. L'invité fraternel, le journaliste économique Abdou Diaw du quotidien Le Soleil. Bonsoir Abdou. Oui, bonsoir Mamadou. Alors, plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium stockées au port de Dakar. Dans la rigueur des principes, le stockage ne pose pas problème. C'est ce que révèle le sujet d'Abdourahmane Ly. Mais pour le cas du Sénégal, est-ce qu'on peut dire qu'on l'a échappé belle? Ok, merci Mamadou pour la question. En fait, il faut noter que le port autonome de Dakar, c'est une infrastructure qui joue un rôle extrêmement important dans les échanges commerciaux du pays, comme effectivement le sont d'autres ports, que ce soit le port d'Abidjan ou bien le port de Lomé. Il assure presque à 90% des échanges effectivement avec le monde extérieur, le reste du monde. Et je pense que c'est tout à fait normal, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges, de transit de différents types de produits. Et je pense que le passage de ce produit au port de Dakar date de plusieurs années. Pourquoi maintenant ça crée une hystérique collective? C'est parce qu'il y a deux contextes, je pense bien, qu'il faut mettre en exergue. D'abord, ce qui s'est passé et qui a été relevé même dans le communiqué du port de Dakar, à savoir l'événement de Beyrouth au Liban. Tout à fait. Et dans le communiqué, la direction même fait référence. Et je pense que peut-être ce n'était pas nécessaire d'installer une panique inutile au sein de la population. Parce qu'automatiquement, on a fait une référence, une corrélation avec ce qui s'est passé à Beyrouth. L'autre contexte, c'est surtout ce qui se passe au Mali. Et vous savez que le Mali occupe une place extrêmement importante dans les échanges, sur la carte des échanges commerciaux du Sénégal, parce qu'il reçoit presque 45% des exportations dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En plus, le troisième contexte, peut-être plus ou moins subsidiaire, c'est surtout la crise politico-militaire qui s'est passée. Donc, du coup, en 5 jours, il y a, disons, à l'espace d'une semaine, il y a 3 événements qui du fait que maintenant, il reconfirme effectivement, ça renforce effectivement la panique qui est installée, je dis bien, inutilement au sein de la population. Oui. Et du coup, je pense que les autorités aussi, quand même, il faut le souligner, ont fait preuve de réactivité. Par contre, j'ai constaté qu'il y a eu une asymétrie d'information. Parce que si le ministère de l'Environnement dit qu'il a été saisi presque à 3 jours après l'arrivée de ce produit, je pense que là, il fallait informer tout le monde, tous les maillons de la chaîne, pour que chaque entité qui est concernée puisse être au même niveau d'information. Et je pense que si aujourd'hui on a fait cette preuve de réactivité, mais il faut quand même s'inscrire dans une démarche anticipative pour que pareille chose ne se produise. Mais effectivement, les produits passent au Sénégal depuis plusieurs années et des produits plus dangereux même. Mais toute la question revient au stockage. Ouais. Et dans le communiqué de la direction du port autonome de Dakar, il est mentionné que les hangars ont été détruits sur instruction de la direction générale du port. Donc là, il y a une démolition depuis 3 mois. Et du coup, il y avait quelques soucis pour stocker effectivement ce produit. Donc, est-ce qu'il y a des raisons objectives
d'avoir quand même des inquiétudes Bien par sûr, rapport au bien stockage sûr, de ce produit. bien sûr, d'autant plus qu'on a parlé des risques. Et surtout, vous savez, Dakar est la capitale aussi bien administrative qu'économique. C'est différent d'Abidjan, comme Yamoussoukro, où vous avez deux capitales, disons une capitale administrative, une capitale économique. Vous allez au Maroc, etc. Mais au Sénégal, vous avez Dakar, tout est concentré à Dakar. C'est presque à 5 km du palais, entre, je vous parlais, rayon, port autonome de Dakar, palais présidentiel, palais de justice, Assemblée nationale, building administratif et la place de Dakar. Si on parle de place de Dakar, c'est un plan financier. Autrement dit, la place de Dakar, c'est toutes les banques sont aujourd'hui concentrées à la place de l'indépendance, n'est-ce pas? Donc, toute l'activité économique et financière est concentrée à Dakar. Du coup, il y a plusieurs risques, d'autant plus que le port n'est pas trop loin. Et du coup, si, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a échappé belle, je pense que des assurances ont été données comme quoi que le produit est en train d'être acheminé au Mali. Et je pense qu'il faut quand même s'inscrire dans une démarche anticipative pour éviter pareille situation. Alors, la substance, d'après les explications des autorités sénégalaises, est destinée au Mali. En savez-vous davantage? J'avoue que non. Parce que c'est après qu'on s'est rendu compte qu'effectivement le produit était destiné au Mali. Okay? Et on parlait même de 350 qui ont été déjà évacués, n'est-ce pas? Et le Mali aussi, je reviens toujours sur la position du Mali. Mali, c'est 65% de ces produits qui transitent par Dakar. Et du coup, si les produits passaient inaperçus, là, on n'allait pas poser cette question. C'est parce qu'on l'a stocké et on a fait une visite. On a montré les bâches et les conditions dans lesquelles ce produit a été stocké aussi. C'est là où se trouve le problème. Mais sinon, les produits viennent et puis transiter pour aller au Mali sans qu'il y ait débat. Mais justement, il y a quand même question de contexte. Est-ce que la situation actuelle au Mali est de nature à faciliter l'acheminement du produit à sa destination finale? Si on sait que le produit est comme, en fait, disons, un produit intermédiaire dans la fabrication dans l'utilisation de plusieurs, on parle d'explosifs, on parle de l'utilisation pour des questions agricoles comme l'engrais, mais aussi pour les mines. Mais aujourd'hui, d'autant plus que le Mali est isolé, entre guillemets, avec les mesures qui ont été prises par la CEDEAO. Aujourd'hui, en tout cas, situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'allègement qui a été institué par le chef de l'État, par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, encore une fois, qui ont demandé à ce qu'on revisite effectivement les mesures imposées au Mali, je pense que si on présente la situation, d'autant plus qu'elle est un peu exceptionnelle, et il faut quand même il faut saisir d'abord ce qui sont actuellement ce qui constitue les autorités maliennes pour pouvoir permettre effectivement un voyage effectivement envoyé effectivement dans les conditions meilleures donc, de ce produit. Justement, mais la situation n'est pas du tout favorable quand même. Un produit qui sera convoyé par des camions. Tout à fait. Avec il y a certainement un protocole. Est-ce que le protocole est d'habitude rigoureusement respecté, puisque vous dites que ce n'est pas la première fois que des produits dangereux transitent par le port, sont stockés au port? J'ai suivi le directeur de l'enseignement et des établissements classés. Il a dit que certains produits qui sont jugés dangereux, ou bien certaines marchandises, dans le langage effectivement, certaines marchandises qui sont jugées dangereuses sont escortées effectivement par la gendarmerie. Donc là aussi, et effectivement, y compris effectivement ce produit qui fait l'objet de beaucoup de débats actuellement au Sénégal. Alors, je vous pose quand même la question sur les contextes que vous avez rappelés. Vous avez parlé des explosions de Beyrouth, mais il y a 92 avec l'accident d'une citerne d'ammoniac de la Sonacos avec une centaine de morts. Avez-vous le sentiment, Abdou Diaw, que les leçons ont été vraiment tirées par les autorités sénégalaises en termes de protection civile de risque? Je ne pense pas. Je reviens encore une fois sur l'aspect l'anticipation. On n'a pas vraiment, il faut le souligner pour s'en désoler, l'anticipation, la culture d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, Sonacos c'était en 92, mais en 2002, 26 septembre 2002, donc avec le bateau le Diola, etc. Presque, on n'a pas tiré, parce que sinon on allait quand même prendre des dispositions rigoureuses au point que maintenant
éviter la production de certains événements dont, par exemple, on est sûr quand même d'éviter. Pas sans, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais aujourd'hui, on peut effectivement, la Sonacos est là, mais aussi l'événement le plus récent, effectivement, c'est surtout le bateau Le Joola et d'autres événements qui passent malheureusement inaperçus. Ce qui s'est passé à Kaolack, le marché central. Et il y a un problème de protection civile. J'ai eu l'occasion de faire ce marché. J'ai fait du commerce, etc. Mais c'est extraordinaire parce qu'il n'y a même pas de ruelle dans les marchés. Les sapeurs-pompiers, je ne sais même pas par quel moyen, par quel canal ils passent effectivement pour éteindre certains. C'est un marché, il faut en profiter pour le raser. Mais pourquoi pas? Actuellement, peut-être Sandaga est plus stratégique en termes de position, en termes de transactions financières. Aujourd'hui, l'État, en tout cas, il faut éviter ces genres de comportements, éviter que l'incident se produise pour maintenant prendre des dispositions, alors qu'on a la possibilité de pouvoir anticiper. Et c'est l'occasion quand même de renforcer certains services, certaines entités de l'État, comme la direction, le service prévention. Et je pense qu'aujourd'hui, concernant cette affaire, parce que le Sénégal, on est régi par des lois internationales comme l'Organisation internationale maritime, mais aussi une instruction de l'État de 1995, donc qui régit effectivement la cargaison, la gestion des marchandises dangereuses. Et je pense qu'il faut revoir ces articles. Et heureusement que le chef de l'État a évoqué cet aspect lors du Conseil des ministres de mercredi dernier pour qu'il y ait plus de rigueur effectivement dans l'application de certaines mesures. Le nitrate d'ammonium, un versant dangerosité, mais un versant utilité. Il semble que c'est un produit avec plusieurs utilités d'un point de vue purement économique. Quelle en est l'utilité? Bon, l'utilité, comme l'a souligné tout à l'heure le chimiste, et comme l'avait souligné aussi le directeur de l'enseignement et des établissements classés, d'habitude, deux utilisations qui sont extrêmement importantes, même s'il y a des utilisations secondaires. Mais ce qui est important, c'est surtout l'engrais. Aujourd'hui, vous savez que l'engrais joue un rôle extrêmement important pour un peu plus de rendement dans la production, mais aussi pour les mines, parce que vous savez que le Mali est un pays minier aussi. Donc là, on peut souligner ces deux éléments, en tout cas au plan économique. Oui, on va y aller très vite. Le port, quelles conséquences malheureusement, on n'a pas abordé cette question encore une fois, parce que vous savez que le port autonome de Dakar, c'est une grande infrastructure, c'est une grande boîte et souvent, il a besoin quand même des ressources financières longues sur le marché de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et je pense que la conséquence majeure, c'est mon point de vue, c'est surtout aujourd'hui l'image du port qui est en jeu. Et vous savez que le port a réalisé presque 61 milliards de francs CFA en 2019 comme chiffre d'affaires et 17 milliards comme résultat net. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que c'est le port de Dakar, l'image du port de Dakar qui risque d'être ternie par cette histoire. Parce qu'il y a Wara, West African Rating Agency, qui est une agence de notation basée à Dakar, qui note sur la demande effectivement du port autonome de Dakar. Et souvent, le résultat final de Wara, il te dit que, par exemple, il faut que les conditions de stockage soient meilleures possibles. Il faut que les opérateurs économiques ne perdent pas énormément de temps pour faire passer leurs marchandises au port de Dakar. Et je pense aujourd'hui, on attend à ce que Wara produise une autre notation ou bien Bloomfield qui est à Abidjan pour voir maintenant est-ce que cette affaire a terni effectivement l'image vis-à-vis des investisseurs. Parce que si le port garde sa note, tant mieux, parce que les investisseurs viendront effectivement donner de l'argent. Si la note est dégradée, cela peut effectivement rendre les coûts du crédit beaucoup plus difficiles sur le marché financier régional. Merci Abdou Diao, journaliste économique au quotidien Le Soleil, qui était venu nous parler ce soir de cette affaire de nitrate d'ammonium stocké au port, une marchandise destinée au Mali. Merci et bonsoir chez vous. Merci. Dans le sillage de cette tonalité économique Coin Éco consacrée aujourd'hui au secteur des assurances et ses potentialités au Sénégal, le secteur des assurances a généré en 2018 plus de 175 milliards de francs CFA de revenus. La nature des sinistres dans les entreprises, la culture de la prévoyance et de la prévision, les variables d'ajustement, les perspectives en Afrique et au Sénégal, ce sont là les sujets soulevés dans le dossier d'Oumou Kalsoumba que nous regardons.
Les services d'assurance ont pour mission première la protection des patrimoines et des personnes. Ils jouent également un rôle important dans l'économie, dans les relations commerciales et dans les investissements nationaux et des particuliers. Alors, un peu de pédagogie. Quels sont les sinistres pris en charge par les services d'assurance? On peut trouver quand même des garanties qui peuvent permettre au chef d'entreprise, de protéger son investissement en termes d'exploitation et aussi, des garanties qui peuvent permettre d'assurer le personnel suite à des accidents ou bien des maladies qui peuvent avoir lieu dans leur lieu, de travail. Autre aussi, toute entreprise est appelée à recevoir aussi des personnes, donc au titre effectivement, et aussi à exercer ses activités, au titre de la garantie, responsabilité civile. Ça peut aider toujours l'entreprise, pour au moins se prémunir des préjudices éventuels qu'elles peuvent causer dans l'exercice de ces activités. L'assurance joue également un rôle social. Si on regarde le cas du Sénégal, la première question qui nous vient à l'esprit est: les populations ont-elles la culture de l'assurance de leurs biens? Je ne dirais pas que ce n'est pas dans leur culture, mais en fait, ils ne savent pas tellement l'importance. Maintenant, à ce niveau, quand même, il faut situer la chose à deux échelles. Parce que soit c'est l'assureur qui est sur place, qui ne communique pas assez pour se faire connaître, et pour parler un peu peut-être que les outils de communication utilisés, en tout cas pour pouvoir, accéder en tout cas à la population, n'est pas du tout assez, rodé pour qu'on puisse savoir vraiment l'utilité de l'assurance. Donc de là à condamner les Sénégalais qui disent qu'ils n'ont pas de culture, je dis, est-ce que nous les assureurs, on a fait ce que nous devons faire pour nous faire connaître auprès des assurés, enfin des candidats à l'assurance, éventuellement à la population? Quelles sont les perspectives du secteur de l'assurance en Afrique, notamment au Sénégal? Parce que si vous regardez au Sénégal, actuellement, nous avons 20 compagnies d'assurance qui se passent à un chiffre d'affaires de près de 176 milliards et qui ont payé, en termes de sinistres en 2018, plus de 43 milliards de sinistres payés. Donc à partir de ce moment, oui, quand on entend tout ça, on sait que c'est un marché en tout cas en pleine croissance, effectivement, qui va recevoir le coup de fouet quand même de la Covid, il faut en parler, et qui sera effectivement pas un élément frein comme on veut nous le faire comprendre, mais qui peut quand même servir d'élément, déclencheur pour d'autres process et effectivement pour d'autres, en tout cas, produits qu'on peut mettre en place pour aider la population, effectivement, encore une fois, pour jouer le rôle social de l'assurance. Maintenant, dans la sous-région, nous appartenons effectivement à la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, qui a à son sein 14 pays, dont le Sénégal. Donc la politique de l'assurance se fait pas le Sénégal seulement à côté, mais tout ce qui se fera au Sénégal certainement sera décidé effectivement par la CIMA, notamment par le Code des assurances qui nous régit. D'après les chiffres officiels, le secteur des assurances pèse 175 milliards 320 millions de francs CFA. Les experts s'accordent à dire que les années à venir augurent de très bonnes perspectives. En effet, avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, le secteur des assurances sénégalais compte jouer sa partition pour mieux profiter des opportunités qui en découleraient et impulserait ainsi une nouvelle dynamique de développement du secteur. Et ce coin éco de la Totale du dimanche 23 août accueille un professionnel de l'assurance, son nom Matar Faye. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Mamadou Ndiaye qui fait ce constat, les Sénégalais souscrivent très peu de polices d'assurance. C'est à croire qu'ils se sont fâchés avec la prudence, la prévenance et la prévision, toutes choses qui constituent des prédispositions à prendre pour se prémunir contre les aléas de la vie et les impondérables que sont les accidents, les sinistres, les calamités, les risques et autres dangers. Bonsoir tous les deux, donc c'est le début de votre entretien. Bonsoir Mamadou, bonsoir M. Faye. Bonsoir M. Ndiaye. Plaisir de vous recevoir au coin éco de la Totale. M. Faye, les Sénégalais, c'est vrai, ne souscrivent pas beaucoup de polices d'assurance. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Alors, bonsoir Mamadou. Rebonsoir M. Ndiaye. Peut-être que vous me permettrez de faire quelques éclairages avant peut-être de répondre à votre question. C'est vrai que quand on parle d'assurance, c'est quoi l'assurance? Quand on parle également d'assurance, il y a aussi d'autres notions qui subsistent, comme le risque, le sinistre. Et il serait bon d'expliquer ça
aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui nous suivent. Je dirais qu'en fait, l'assurance, comme ça, tout de go, c'est un contrat établi entre un assureur et un preneur d'assurance. C'est qui le preneur d'assurance? C'est le particulier comme vous, oui. C'est également l'association, c'est l'entreprise. Mais un contrat entre ces deux acteurs, moyennant le versement d'une prime qu'on appelle également cotisation. Cette prime qui peut être versée en une seule fois ou bien étalée sur plusieurs mois. Et quel sera le rôle de l'assureur? Ce sera de vous protéger contre tout risque qui pourrait survenir. Ce risque-là, c'est ça qu'on appelle en fait la probabilité qu'un dommage ou un sinistre survienne. Et quand le sinistre ou le risque est couvert contractuellement, c'est là qu'intervient l'assureur pour apporter une prestation. Donc, l'assurance ou la compagnie d'assurance est une société de service que quand il y a un problème, une fois que le contrat est scellé, quand il y a un problème, que l'assureur puisse intervenir pour réparer. Donc, l'assurance permet de prendre en charge le preneur d'assurance, c'est-à-dire le particulier ou l'entreprise, pour anticiper sur les éventuelles conséquences financières, matérielles et humaines. Donc, c'est de l'anticipation sur la couverture des risques. C'est de la prévention. Est-ce que les Sénégalais anticipent sur des aléas de vie? Malheureusement, on est confronté à ce problème sur le marché sénégalais. Il n'y a pas cette culture de l'assurance. Vous confirmez donc qu'ils ne souscrivent pas le police d'assurance? Non, je confirme qu'il n'y a pas cette culture de l'assurance. Maintenant, quelle est l'explication de ça? Alors, aujourd'hui, je pense qu'en fait, comme je dis tout à l'heure, tout de go, on peut dire qu'en fait, il y a un déficit de communication. De communication, sûrement. Mais il faut dire qu'avant même cela, les assureurs ont toujours communiqué individuellement. C'est-à-dire les compagnies d'assurance, effectivement, pour promouvoir le produit, effectivement, sont au niveau de la télé, au niveau de l'affichage 4x3, ou bien même dans les réseaux sociaux, pour expliquer aux Sénégalais le rôle de l'assurance, qui est de sécuriser la vie des personnes et des entreprises. Mais il y a un rôle également qui est moins bien connu par le grand public, c'est le rôle d'investisseur institutionnel. On connaît les Sénégalais dans le rôle de gestionnaire de la solidarité nationale. Je suis un peu surpris chaque fois quand les gens disent oui, les assureurs ne font rien, ils ne payent pas les sinistres. Non. Comment voulez-vous, M. Ndiaye, que l'assureur paye un sinistre qu'il n'a pas couvert? Je prends un exemple tout simple. Vous allez voir une compagnie d'assurance pour prendre une assurance automobile. On vous accueille à bras ouverts. Dans toutes les compagnies, maintenant, c'est là, c'est maintenant la norme. Vous venez, celui qui est à la production vous accueille. Asseyez-vous, vous voulez quoi? Une assurance. On prend votre carte grise, vous voulez quoi? En dehors de la responsabilité civile. On vous propose autre chose, parce qu'il n'y a que la responsabilité civile qui est obligatoire. Oui. On vous propose bris de glace, quand vous perdez votre pare-brise. On vous propose incendie, on vous propose vol. Vous dites non, je n'ai pas le temps, donnez-moi que la RC et je m'en vais. C'est-à-dire, en fait, il y a un problème également de communication, certes, mais de réception aussi. Parce que le preneur d'assurance qui vient dans une compagnie d'assurance, on cherche à lui expliquer le rôle véritable de l'assurance. Quel est le rôle que pourra jouer l'assurance en cas de sinistre? Mais il ne veut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Surprise, quand il va avoir un accident, bris de glace, il fait son constat et il se prend chez l'assureur. Donc, il faudra m'indemniser. On regarde le contrat. On voit que ça n'était pas inclus. C'était pas inclus. C'est pourquoi je dis toujours aux Sénégalaises et aux Sénégalais, partout où ils seront, de regarder les clauses de leur contrat. Voir est-ce qu'en fait tel type est pris en charge, quelles sont les garanties, quelles sont également les exclusions. Alors, certains des Sénégalais aussi, qui connaissent sans doute peut-être aussi l'environnement de l'assurance, disent que vous écrivez en gros caractère pour tout ce qui touche à la souscription, mais qu'en petit caractère, tout ce qui touche justement aux indemnisations, ou alors, ils ne comprennent pas peut-être que, bon, sur une même feuille ou bien sur une même déclaration, il y ait deux niveaux de lecture. Alors, moi, je vais vous dire, si tout à l'heure, j'ai donné une définition de l'assurance pour éclairer un peu ceux qui nous suivent. Mais j'aurais pu définir ça autrement, en disant que l'assurance,
c'est une prime qu'il faut verser, mais c'est également une indemnisation. C'est la souscription, mais c'est également l'indemnisation. D'accord. C'est vrai que si vous avez pris une assurance et que sur votre contrat, tout est notifié, tout est clarifié, je pense qu'en fait, lorsque le sinistre va se produire, parce qu'en fait, c'est ça également, il faut peut-être faire la part des choses entre le risque et le sinistre. Parce que quand on parle du risque, il n'y a pas encore de sinistre. Il n'y a pas encore de sinistre. Parce qu'on est en train de couvrir, en fait, on est en train d'anticiper sur la survenance de ce risque-là. Mais une fois qu'il est là, ça veut dire que ça devient un sinistre, ça devient un dommage, ça devient un accident, ça devient une charge. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous, je reprends le cas de l'automobile. Vous avez pris une responsabilité civile, c'est-à-dire c'est quoi la responsabilité qui couvre en fait les dégâts causés à autrui. On les prend en charge. Mais si on vous avait dit au départ que pour le bris de glace, pour l'incendie, pour le vol, voilà, ça ce sont des actions facultatives et qui ne vous coûtent pas grand-chose. Il suffit juste d'ajouter peut-être un petit 20 000 ou peut-être 30 000 et vous êtes bien couvert. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et après maintenant, ils vont se plaindre. Parfois, au niveau des retards des indemnisations, qu'est-ce qui se passe? Parfois, les deux compagnies n'arrivent pas à s'entendre. Parce que quand il y a un accident sur la voie publique, collision entre deux véhicules, ou bien peut-être même pas collision, mais en tout cas, il y a un accident sur la voie publique, de la voie publique entre deux véhicules. L'autre camp adverse peut ne pas être d'accord sur l'établissement du procès verbal. Oui. Et s'il le remet en cause, il va choisir peut-être un expert. Alors, si et c'est le choix de cet expert-là qui peut peut-être prendre du temps. Donc, on peut tourner en rond pendant très longtemps. Et aujourd'hui, tous les dossiers, parfois litigieux, entre compagnies, sont envoyés au niveau de l'Association des assureurs du Sénégal. Et il y a une commission arbitrage qui étudie et qui tranche sur le champ. Et pour votre information, je dois vous dire qu'il y a des compagnies aujourd'hui qui payent en 48 heures le sinistre. Ah, d'accord. Une fois qu'on se met d'accord sur le procédé, sur le processus, il se rend compte que c'est son client qui est en tort, donc il indemnise dans les 48 heures. Et je vais vous dire que ça également, ça rentre dans le cadre de notre plan stratégique que nous avons mis en place, qui cherche bien entendu à aller bien entendu au-delà. On va aller très vite, le sujet est très vaste. Oui. Maintenant, si on regarde un peu la cartographie donc, des assurances et également des dangers que courent les Sénégalais, a-t-on une idée nette des risques fréquents qui arrivent aux Sénégalais ou bien peut-être même des sinistres qui les frappent souvent? Alors, les sinistres les plus courants, c'est quand il s'agit d'accidents de voiture ou bien peut-être d'incendie, parce qu'on a vu toujours, la plupart du temps, des marchés qui brûlent. Par exemple. On a vu également au niveau des habitations, et ça également, c'est ce qu'on appelle la multirisque habitation, dégâts des eaux, incendies, court-circuit, etc., que les gens ne connaissent pas, ou quand on cherche à leur expliquer, en fait, l'accueil ou il réserve une rebuffate. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais un peu de notre plan stratégique, pour aller vers les Sénégalais, vers les commerçants. Parce qu'en fait, personne n'est exclu dans notre plan stratégique. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'il y ait un taux d'assurance assez élevé, un taux de pénétration beaucoup plus élevé que celui que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois vous dire sincèrement que si l'assurance était menée comme elle se devait, je pense qu'aujourd'hui même, on devait même être les premiers sur le marché ciment. Mais je pense que ça, ce n'est pas quelque chose que nous avons perdu d'avance. Non, je dirais que dans tous les cas, nous sommes en train de nous restructurer en profondeur pour faire de la campagne de proximité auprès des populations, parce que ce que les Sénégalaises et les Sénégalais gardent de l'assurance, c'est le non-paiement des indemnités. Et alors que je dois vous dire que même en automobile, l'année dernière, plus de 14 milliards ont été décaissés pour indemniser. Au niveau également des incendies, parce que vous parlez également tout à l'heure des marchés qui brûlent, plus de 8 milliards ont été payés pour les bâtiments, les magasins ou peut-être certaines boutiques qui prennent feu. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'assurance a un double rôle, un rôle éminemment important sur le plan économique, mais un rôle également social que certains ont du mal à comprendre. Monsieur Faye, merci beaucoup. Le sujet est très intéressant. Très intéressant. Il n'est pas épuisé. Hein. On aura l'occasion d'y revenir
en d'autres occasions. Merci Matar Faye, merci Mamadou Ndiaye. Dans notre série de dossiers sur le cousinage à plaisanterie au Sénégal, le pays Lébou nous reçoit ce soir. L'ethnie principalement établie au Cap-Vert vit essentiellement de pêche, de chasse et d'élevage. Une énorme richesse culturelle qui rime avec rythme et danse. Le fameux Ndao Rabin, vous connaissez, ou encore le Goumbé, sans oublier bien sûr le Ndeup. Reportage Boubacar Dien, Cheikh Diop. Ils sont souvent considérés comme des Wolofs, mais les Lébous sont bien une ethnie avec son langage et ses codes. Le Lébou est une ethnie. Au Sénégal, le plus souvent, on fait des enquêtes avec le service de la statistique. Vous entrez dans une maison, vous voyez un Sénégalais, un noir. Vous lui demandez qu'est-ce que vous êtes. Il te dit tout couleur, on inscrit. Socé, on inscrit. Bambara, on écrit. Khasonké, on écrit. Mais quand on dit Lébou, on ne met pas Lébou, on met Olof. Alors le Lébou n'est pas Olof. Le Lébou est un Lébou avec son langage à part. Le Olof est un Olof avec son langage à part. Dès lors, les Lébous sont intrinsèquement liés à la mer, un trait d'union rendu possible par leur longue migration vers le Sénégal. Nous sommes naturellement nés au bord de la plage. De migration en migration, à partir des Indes, nous avions pris départ, en passant par l'Égypte, avec la mer, l'Empire de Ghana, avec la mer et la pêche. Dans le Djolof, où pratiquement il n'y a pas de mer. Dans le Fouta, plus précisément à Ndioum, où il y a un endroit où l'on apprenait à pêcher qui s'appelle le Wengoulibou, entre Ndioum et Kaskas. Dans le répertoire culturel de l'ethnie Lébou figurent des rites comme le Goumbé, la danse de la joie et de la séduction. Nous avons le Goumbé qui est une danse de réjouissance. Quand tout va bien, après les travaux champêtres, les gens sont contents et chacun danse. C'est dans ces instants que les hommes cherchaient à chercher une copine et que les jeunes filles également cherchaient à avoir un copain. Dans ce répertoire, il y a aussi le Ndao Rabin, une danse de prévention, de même que le Ndeup, une thérapie. Nous avons également une autre danse qu'on appelle le Ndao Rabin. Le Ndao Rabin qui se faisait en cette période est une danse de prévention. On dit que nous allons vers l'hivernage, restez chez vous, restez calme, les hommes allez au champ, les femmes accompagnez-les. Évitez maintenant les moments de faiblesse et de trébucher, parce que dans cette danse d'aujourd'hui, si l'année prochaine, vous femmes, vous ne parvenez pas à y venir parce que vous avez eu un incident de parcours, vous ferez la honte de votre famille. Le petit thérapeutique. Quelqu'un est malade, on le soigne avec le dépôt, ça dépend. De quelle façon, de quelle manière. L'ethnie Lébou est riche en culture et en histoire. Elle est aussi connue pour l'hospitalité de ses membres. Les Lébous se serrent les coudes, un pour tous, tous pour un, avec un socle social indéboulonnable fondé sur le principe du respect. Rak Top Mak, Mak Top Bay. Rak Top Mak, Mak Top Bay. Bonsoir Boubacar Dien. Bonsoir Mamoudou. Comment expliquer cette notion chez les Lébous?
Cette notion s'explique par le respect donc, qui existe dans la culture lébou. Donc c'est une communauté dans laquelle donc, tout le monde se respecte. C'est aussi l'une des rares communautés dans lesquelles on voit encore des groupes de génération, c'est-à-dire des mouvements, des associations. La génération 90 s'organise en association et aussi la génération 2000. De ce fait, les aînés vont respecter aussi les cadets aussi vont respecter les aînés. De ce fait, tout le monde donc, aura ce respect mutuel envers son prochain, mais aussi envers son aîné. Dans cette société qui est l'ethnie Lébou, raison pour laquelle j'ai clôturé par dire Rak Top Mak et Mak Top Bay. Donc le petit frère donc, a un respect énorme envers son grand frère, de même que le grand frère qui aussi a un énorme respect envers son père. Oui, c'est valable pour les femmes aussi. Hein. Oui, c'est valable pour tout le monde. D'accord. Alors, c'est une société ou en tout cas une communauté hiérarchisée. Oui, très bien hiérarchisé parce que déjà il y a un djaraf qui fait office de président de la République. Il y a aussi les Ndédiré qui sont les maires qui parlent à l'ensemble des chefs de Pench. Il y a aussi les Ndé Djambour qui parlent au Djambour Pench. De même que le Saltigué donc, qui fait des consultations mystiques, donc qui autorise ou bien interdit à la communauté de faire quelque chose ou bien de faire des sacrifices si besoin se présente. Il y a aussi donc l'imam Ratib qui est une personne, un homme de culture sur le plan religieux, de même que les frères. Les frères, c'est le bras armé donc, de la communauté Lébou. Ce sont des jeunes donc, qui ont un rôle d'assistance sociale, mais aussi qui surveillent souvent les champs et assistent les personnes vulnérables. En dehors de ça, il y a aussi, comment dirais-je, le Grand Serigne. Le Grand Serigne de Dakar que l'on connaît bien ici à Dakar, donc qui fait office d'interlocuteur mais aussi d'interprète pour la communauté Lébou. Donc on peut dire grosso modo que c'est une société très bien organisée et bien hiérarchisée. Le respect est essentiel. Oui. Alors, on parle de République Lébou, tellement les choses sont hiérarchisées au-delà de la communauté, de la société, c'est presque un État. Oui, c'est presque un État parce qu'avoir cette organisation... C'est carrément un État. C'est un État dans un autre, comme on peut le dire, parce qu'ils sont là, donc ils ont une organisation qui leur est propre. Donc seuls les Lébou, je pense, ont cette organisation-là, à ma connaissance, à avoir un grand serigne, un djaraf, des saltigués donc, et autres qui sont là, qui organisent la société pour que tout se passe bien, pour que toute personne étrangère qui arrive dans la communauté Lébou se sente chez lui, comme s'il n'avait jamais quitté son terroir. On va dédier ce reportage à Khalifa Diakhaté. Bien sûr, Khalifa Diakhaté, donc, qui est de Yoff, donc un parent Lébou, donc nous lui dédions ce reportage. Merci Boubacar Dieng. La semaine prochaine pour un autre sujet, Bouillon Culture. Le diplomate, pour commencer cette seconde partie de la Totale dimanche, nous sommes en ligne de Bamako avec Maître Demba Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Maître, vous êtes le chargé de la communication de l'URD que dirige Soumaïla Cissé, chef de l'opposition malienne. Votre leader, justement, est aux mains de ravisseurs non encore identifiés depuis 5 mois. Cette fin de semaine, on a semblé avoir une preuve de vie de M. Cissé. Le confirmez-vous? Oui, effectivement. Je tiens d'abord à vous remercier, à vous féliciter pour tout ce que vous faites depuis l'enlèvement de l'honorable Soumaïla Cissé. Nous avons effectivement appris à travers le CICR que l'honorable Soumaïla Cissé est en vie. Eh bien, il y a une lettre qui a été remise à sa famille qui prouve donc à suffisance qu'il est en vie. Ça nous a beaucoup soulagés. Et comme vous le savez, depuis le 25 mars, alors qu'il était en campagne, il a été enlevé de manière violente. Au cours de l'enlèvement, d'ailleurs, il a perdu son garde rapproché qui a reçu des balles tirées par les ravisseurs. Donc, nous n'avions pas de nouvelles, on n'a pas eu de nouvelles, et puis il n'y a eu aucune revendication officielle jusqu'à présent. Justement, est-ce que vous connaissez ces ravisseurs finalement, Maître Demba Traoré? Malheureusement, il est difficile pour nous de désigner qui que ce soit comme étant ces ravisseurs, parce que d'abord,
nous n'avons pas eu de preuves sur leur identité et personne n'a revendiqué. Alors, c'est jusqu'au 16 juin que l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, avait annoncé devant les forces vives de la nation, au cours d'une adresse, qu'il connaissait ses ravisseurs et qu'il était en négociation avec eux et qu'il allait être libéré très bientôt. C'était depuis le 16 juin. On avait pensé qu'il allait peut-être revenir dans les heures qui ont suivi cette déclaration, mais malheureusement, nous sommes à plus de 2 mois de cette adresse et nous n'avons pas eu d'informations précises jusqu'à l'arrivée de cette correspondance remise à sa famille par le CICR. Est-ce que le périmètre dans lequel il se trouve, vous avez une idée de la zone dans laquelle il se trouve? On n'a malheureusement pas d'idée. Alors, qu'est-ce que nous avons fait d'abord? Nous avons au niveau du parti mis en place une cellule de crise. Puisque l'URD fait partie des formations politiques les mieux implantées en République du Mali, nous avons, surtout que l'enlèvement a été fait dans la circonscription électorale de l'honorable Soumaïla Cissé, nous avons des structures là-bas, nous avons des sympathisants, des militants, qui connaissent le terrain. Nous sommes passés par eux pour fouiller, et demander et voir auprès des groupes armés qui rôdent autour de la zone. Vous savez que dans la zone de Tombouctou, la région de Tombouctou, il y a plusieurs groupes armés qui sont là-bas. Donc, c'est des groupes souvent qui vivent d'ailleurs en parfaite harmonie avec les populations, qui n'ont aucun moyen de secours, qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de vivre avec eux là-bas. Donc, nous avons demandé à nos partisans, à nos amis qui sont dans la zone, de vérifier, de voir, de chercher eux aussi à leur niveau. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. Et comment se déroulent les recherches? Est-ce qu'il y a l'État, est-ce qu'il y a également des partenaires du Mali qui participent à ces recherches? Alors, je m'en vais vous dire que 1 mois après son enlèvement, le gouvernement a mis en place une cellule de crise présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Dans cette cellule de crise, notre parti est représenté par le premier vice-président, le professeur Salikou, donc qui participe à toutes les réunions de cette cellule de crise. Donc, cette cellule travaille avec les services secrets du Mali par rapport à la recherche, mais jusque-là, c'est toujours les mêmes paroles, c'est toujours les mêmes propos depuis l'enlèvement. Selon les informations, il va bien, il se porte bien, il est bien traité, etc. D'ailleurs, ces informations... Mais il est bien traité par qui et où exactement? Justement, ce sont ces questions qui n'ont pas eu de réponse jusqu'à l'heure où je vous parle. Et moi, personnellement, j'ai évoqué, j'ai dit, on n'est pas obligé de partager avec le public les secrets de négociation. Mais quand même, on peut dire quel est le groupe armé qui l'a enlevé. Ça se fait, surtout que les groupes armés eux-mêmes revendiquent les enlèvements. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des négociations entre le gouvernement malien, l'État malien et les ravisseurs de Soumaïla Cissé. Quand je me réfère aux propos tenus par Ibrahim Boubacar Keïta, c'est ce que ça veut dire, puisque lui-même il a confirmé le 16 juin, qu'il connaît ses ravisseurs et qu'il va être libéré très bientôt, qu'ils sont en négociation. Alors, ils sont en négociation autour de quoi, nous ne savons pas. Quelles sont les revendications? Pourquoi ils l'ont enlevé? Voilà autant de questions auxquelles nous n'avons pas pu obtenir de réponse jusque-là. Comme je vous ai dit... Oui, allez-y, terminez. Vous vous souvenez de l'enlèvement également du maire de Koumaïra. Alors, c'est dans cette localité que l'honorable Soumaïla Cissé se dirigeait pour aller mener sa campagne. Alors, ce maire aussi a été enlevé le lendemain, alors qu'il avait commencé à entreprendre des recherches pour pouvoir porter secours à Soumaïla. Alors, ce dernier, après, je crois, si mes souvenirs sont exacts, 2 mois de contrainte, a été lui aussi libéré. Il a reconnu n'avoir pas vu Soumaïla. Mais selon lui, il y avait des intermédiaires entre lui et là où Soumaïla a été détenu, parce que d'après les échanges de conversations, selon les intermédiaires, il a effectivement compris que les propos que ceux-ci tenaient, il a remarqué effectivement que c'était des propos qui venaient de Soumaïla. Donc lui-même, il était sûr, selon ces mêmes ravisseurs, que Soumaïla était bien entretenu. Oui, avec cette preuve de vie,
Avec cette preuve de vie, est-ce que vous avez espoir, plus que jamais, de voir Soumaïla Cissé libre, vous retrouver dans les prochains jours, voire les prochaines heures? Vous savez que nous n'avons jamais perdu espoir, malgré les difficultés, malgré le silence, malgré le fait que nous ne connaissons pas les ravisseurs. Parce que nous savons que Soumaïla lui-même, c'est un homme qui a subi, qui a vécu beaucoup d'épreuves. Vous vous souvenez, lors des événements malheureux de 2012 dans notre pays, Soumaïla a failli laisser sa vie. Son domicile a été attaqué. Il a eu in extremis la vie sauve. Et ce qui l'a conduit à séjourner en France dans un hôpital pendant une année. Et c'est après cette contrainte qu'il est venu battre campagne lors de l'élection présidentielle de 2013. Donc c'est un homme qui a dédié tout au Mali et qui est un homme de contrainte, qui a subi tant d'épreuves. Donc quand on pense à tout ça, un simple regard dans le rétroviseur nous permet d'avoir de l'espoir. Quand on voit son parcours, son dynamisme, son courage surtout. Arrivé aux élections 3 fois, il est deuxième. Ça démontre une constance, une telle détermination malgré les tricheries, les tripatouages des résultats. Oui, il est le chef de l'opposition, ou il est le chef de l'opposition, d'où la question que se posent souvent beaucoup de personnes à qui profite le crime, je mets les guillemets, cette prise d'otage de Soumaïla Cissé. Est-ce que vous vous posez cette question? On se pose la question, mais nous sommes prudents. Quand on fait nous-mêmes, on se donne des éléments de réponse, on est très prudent parce que on est parti du fait que nous ne connaissons pas les ravisseurs. Ça a été toujours nos éléments de langage parce que effectivement nous ne connaissons pas les ravisseurs. Nous n'avons pas la preuve. À l'époque, vous vous souvenez que le ministre des Affaires étrangères avait affirmé sur une chaîne internationale que c'était la Katiba de Amadou Koufa. Alors, cette Katiba n'a pas revendiqué. Alors que dans son mode opératoire, tout le monde sait que quand elle fait des rapts, elle revendique. Même si elle arrive à commettre des erreurs, elle les reconnaît. Et puis, voilà. Mais nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas de preuves. Très bien. Puisque nous n'avons pas de preuves, eh bien, dans nos éléments de réponse face à la question que vous avez posée, évidemment, nous restons mieux parce qu'on ne veut pas accuser qui que ce soit. D'accord. Comment va la vie sans la présence de Soumaïla Cissé au sein de votre parti, l'URD, mais aussi au sein de sa famille? Très difficile, très très dur, ça je vous l'ai dit. Mais malgré tout, nous sommes en parfaite harmonie. Il y a une cohésion qui est là et nous avons connu beaucoup d'épreuves. Suite à l'enlèvement de Soumaïla, je vous ai dit, il a perdu son garde rapproché. Quelques jours après, son directeur du protocole est décédé. Sa secrétaire particulière est décédée. Nous avons des cadres du parti au niveau de la direction qui sont décédés. Alors ça a fait autant d'épreuves qui nous ont rendu la vie encore très difficile. Mais en bon croyant, en bon musulman, nous ne perdons pas espoir. Nous disons que Dieu nous a fait subir cette épreuve-là, peut-être pour que nous soyons tous très heureux après. Nous croyons à l'arrivée de Soumaïla, à une arrivée, un retour triomphal pour prendre les rênes de ce pays-là. Justement, entre-temps, Maître Demba Traoré, et c'est ma dernière question, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le président Ibeka, qui vous avait donné l'assurance presque il y a 2 mois ou 2 mois après sa prise d'otage qu'il allait être libéré, ce président Ibeka aujourd'hui est déchu et destitué par une junte militaire. Quelle est la solution préconisée par votre formation par rapport à la transition? Je précise qu'une mission de la CEDEAO est à Bamako en pleine discussion justement avec cette junte. Je tiens à rappeler que notre parti est membre du mouvement du 5 juin, le Rassemblement des forces patriotiques, à travers le Front pour la sauvegarde de la démocratie, le FSD, que présidait d'ailleurs l'honorable Soumaïla Cissé. Alors, aujourd'hui, nous sommes engagés dans cette lutte. On était partie prenante de ce mouvement-là, jusqu'à la chute qui a contribué à la chute de Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes en train toujours de continuer à travailler avec ce mouvement pour la mise en place d'une transition apaisée. Des rencontres sont projetées entre ce mouvement et le Comité national pour le salut du peuple. Nous étions tous sur la place de l'Indépendance le vendredi dernier
Nous avons reçu la visite d'une forte délégation du Comité national pour le salut du peuple. Ils sont venus préciser qu'en réalité, ils ont parachevé une lutte engagée par le peuple au sein du mouvement M5. Pour vous, donc, la page IBK est tournée? La page IBK est tournée, c'est pourquoi nous avons invité gentiment la CEDEAO à reconsidérer sa position. Vous savez, la CEDEAO, pour un ancien ministre de la CEDEAO comme moi, je sais que c'est une organisation qui a été créée pour soulager les populations de la sous-région. Donc ce n'est pas une organisation qui a été créée pour maintenir vaille que vaille, coûte que coûte, un dirigeant à la tête de son pays. Très bien. La transition avec qui? La transition avec qui? Puisque les militaires sont d'accord que ce sera avec un civil à la tête de cette transition. Très rapidement. Alors pour le moment, il n'y a aucun nom ne circule, rien n'est défini. Je vous ai dit que des rencontres sont prévues. Est-ce que vous avez une proposition concrète à faire? Nous avons des rencontres prévues entre notre organisation, le M5, et le Comité national pour le salut du peuple. Nous allons échanger, discuter avec eux. Vous n'avez pas une personnalité en tête? Non, pour le moment, on n'a rien arrêté. Très bien, merci. À l'heure où je vous parle, pour le moment, nous n'avons rien arrêté. Merci, Maître Demba Traoré, en direct de Bamako. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il est le chargé de la communication de l'URD, parti dirigé par Soumaïla Cissé, comme vous le savez, qui est pris en otage depuis maintenant 5 mois. Nous étions au Mali avec notre diplomate de la semaine. Nous y restons encore. IBK, où la tranche de vie du président de la République déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, entre top et flop de la semaine. Ces initiales qui sonnent bien sont sur toutes les lèvres. Le récit d'une vie de roman, presque, on le dira ainsi, avec Oumar Khan. Candidat pour un second mandat en 2018, Ibrahim Boubacar Keïta se retrouve en ballottage au deuxième tour avec Soumaïla Cissé. Un second tour à l'issue duquel IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, est réélu avec 67,2% des suffrages. Des résultats qui ont fait l'objet de contestations par l'opposition. Le début du commencement de la fin pour l'époux de Keïta, Aminata Maïga, décrit par certains de ses proches comme un homme de poigne, colérique, mais généreux. Dans les années 1980, Ibrahim Boubacar Keïta est conseiller du Fonds européen de développement, puis chef d'un projet de développement dans le nord du Mali. Après la chute du dictateur Moussa Traoré en 1991, il devient directeur adjoint de la campagne d'Alpha Oumar Konaré pour la présidentielle d'avril-mai 1992. Konaré en sort vainqueur. En juin 1992, il le nomme conseiller diplomatique, porte-parole du président de la République du Mali. Novembre 1992, IBK est ambassadeur du Mali auprès de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina Faso et du Niger. Ibrahim Boubacar Keïta gravit vite les échelons et devient en novembre 1993 ministre des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le 4 février 1994, le président Alpha Oumar Konaré le désigne Premier ministre. Suite à une brouille avec Alpha Oumar Konaré et le parti au pouvoir d'alors, il démissionne du poste de Premier ministre le 14 février l'an 2000, puis de la présidence du parti en octobre de la même année. Il quitte alors l'ADEMA-PASJ avec ses partisans pour fonder le Rassemblement pour le Mali, RPM. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2002 et obtient 21% des suffrages exprimés au premier tour. Il arrive en troisième position derrière Amadou Toumani Touré et un certain Soumaïla Cissé. IBK soutiendra ATT, élu au second tour. IBK se représentera à l'élection présidentielle de 2007. Il obtient 19,2% des voix, se plaçant ainsi en deuxième position derrière Amadou Toumani Touré, qui est réélu avec 71,2%. IBK n'abdiquera pas. Le 26 juillet 2011, il est désigné candidat du Rassemblement pour le Mali à l'élection présidentielle qui se tiendra en 2013. 3 mois plus tard, 9 partis politiques
rallie sa candidature, dont le mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine et l'Union des Maliens pour le progrès. Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête dès le premier tour avec 77,6% des voix. Au second tour, avant même la proclamation des résultats officiels, son adversaire Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite. Né le 29 janvier 1945 à Koutchala, c'est lui qui a fait ses études secondaires au lycée Janson de Sailly à Paris et au lycée Askia Mohamed de Bamako, a également étudié à la faculté des lettres de l'université de Dakar, puis à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines, rattaché auprès de la même université. Ibrahim Boubacar Keïta est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Ailleurs en Mauritanie, la sous-région est décidément à l'honneur dans cette totale dimanche. Du Capitole à la roche tarpéienne, il n'y a pas loin, dit l'adage. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz semble vivre cette situation. Il est poursuivi pour des faits présumés de corruption 1 an seulement après son départ du pouvoir. Suite à une enquête parlementaire, le pôle chargé des crimes économiques et financiers de la Mauritanie a demandé à des banques mauritaniennes le relevé des comptes bancaires appartenant à 76 personnes concernées par l'enquête en cours. L'actuel président Ghazouani vient de lancer une sorte d'opération main propre qui vise au premier chef son prédécesseur. Correspondance à Nouakchott, Cheikh Amadullah Diagana. Une détention contraire à la loi. C'est la réaction du collectif des avocats défenseurs de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz après la convocation qui lui a été envoyée à son domicile par la police des crimes économiques et financiers. Lundi 17 août, aux environs de 16 heures, des éléments de la force publique l'ont informé de cette convocation. Ould Abdelaziz, conduit par son chauffeur, s'était présenté à 17h30 à la Direction générale de la Sûreté nationale. Il trouva 5 officiers de police qui l'attendaient. Ces derniers lui ont signifié que le motif de sa convocation était la citation de son nom en tant qu'ancien président dans le rapport transmis par la commission d'enquête parlementaire au parquet général, mais aussi dans d'autres dossiers documentés par la sûreté qui le concernent personnellement et en rapport avec la sûreté de l'État. L'ex-chef d'État avait passé 6 heures d'horloge avec les limiers de la police d'investigation, alors que des mesures de sécurité renforcées ont été prises concomitamment à des regroupements de certains de ses proches. Le collectif de défense de Ould Abdelaziz a demandé aux autorités judiciaires le respect des procédures en vue d'offrir à son client tous les droits prévus par la loi. Le parquet a rétorqué que le suspect était présent lui-même et a été informé de tous ses droits légaux, y compris l'information de sa famille sur son statut juridique et le droit de lui rendre visite. Les sympathisants de l'ex-président ont appelé tous ses soutiens à un rassemblement à la place de la Liberté pour demander sa libération, une manifestation dispersée par la police anti-émeute. L'affaire est prise très au sérieux par les autorités mauritaniennes. Des centaines de personnes proches de l'ancien président, des hommes d'affaires et anciens ministres sont placés sous contrôle judiciaire. Les partisans et avocats d'Aziz dénoncent et qualifient de séquestration la détention de leur raïs. Ould Abdelaziz, qui se préparait à une conférence de presse le mardi 18 août, avait refusé de se présenter devant la commission d'enquête parlementaire, prétextant qu'elle n'était pas habilitée à le convoquer. Les enquêtes préliminaires de la brigade des crimes économiques et financiers ont permis la saisie d'un important parc automobile appartenant à l'entourage du suspect. Le parquet a également bloqué plusieurs comptes bien garnis appartenant à des proches de l'ancien président, cités par l'enquête. Un géant de la faune face à la caméra, comme on le dirait dans les contes d'Amadou Koumba, Niaï l'éléphant se présente ce soir. Des éléphants aperçus au Sénégal pour la première fois depuis plusieurs années, c'était au parc Nyokolokoba en février dernier.
Un événement rare car cet animal majestueux que l'on trouvait auparavant sur tout le continent est aujourd'hui une espèce en voie de disparition. C'est un récit de Moustapha Gabar Diop. Avec un poids pouvant aller jusqu'à 6 tonnes chez les mâles et une taille jusqu'à 4 mètres, c'est le plus grand animal terrestre au monde. L'éléphant d'Afrique a une caractéristique notable, sa trompe. Il l'utilise pour attraper des objets, boire de l'eau ou se nourrir. Ce membre est utile pour saluer, caresser ou menacer. Il lui permet de communiquer également. Sous cette trompe, 2 larges défenses, des incisives qui se développent tout au long de sa vie, lui permettant de se battre, de creuser, de se nourrir ou encore de se repérer. Sur ces images, un des derniers pachydermes présents au Sénégal se repose à l'ombre d'un arbre, une de leurs activités préférées aux heures chaudes. Herbes, buissons, arbres, écorces, fruits, cet herbivore consomme un menu varié et en quantité. Le mauvais rendement de son système digestif l'oblige à consommer environ 200 kg de végétaux par jour. Les éléphants passent ainsi une grande partie de leur temps à la recherche de nourriture. Un adulte peut aussi consommer jusqu'à 80 litres d'eau par jour. Il n'est donc pas rare de voir des éléphants se désaltérer en groupe dans un cours d'eau, aspirant de l'eau dans leur trompe pour la restituer dans leur gueule. Les éléphants aiment les bains et la boue, portent protection contre d'éventuels prédateurs et surtout contre le soleil, car la peau des jeunes éléphants est fragile. En plus, les mamelles ne sont pas loin. À l'âge adulte, son imposante stature éloigne tous les prédateurs. L'homme constitue sa seule menace. Ses défenses attirent souvent la convoitise des braconniers dont l'appétit d'ivoire cause la mort de 20 000 à 30 000 éléphants chaque année. Une pratique qui le place sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction. Bonsoir Moustapha Gabar Diop. Des éléphants ont été récemment vus au parc Nyokolokoba, vous l'avez dit dans votre sujet, mais leur population a dramatiquement chuté ces dernières années. Quelles sont les raisons du déclin des éléphants? Il faut tout d'abord rappeler que près de 50% de cet effectif a diminué durant ces 3 dernières décennies et c'est principalement dû au braconnage. En ce moment, on compte à peu près 415 000 éléphants sur le continent, dont juste 50 000 qui sont à l'état sauvage. Et ce braconnage, il est alimenté par un commerce domestique et transnational de l'ivoire, qui est complètement illégal. Et pour y faire face, de nombreux pays ont interdit cette pratique et interdisent l'exportation. Et on peut dire qu'à peu près 20 à 30 000 éléphants meurent chaque année de ce braconnage. Il y a également aussi la perte de leur habitat due à la déforestation et à la conversion de certaines forêts en zones agricoles. Et également aussi l'expansion des êtres humains, vu que l'accroissement naturel des êtres humains fait que les villes grandissent et donc leur habitat se réduit de plus en plus. Et on parle souvent de la mémoire des éléphants. Qu'en est-il vraiment? Effectivement, il paraît qu'un éléphant n'oublie jamais un congénère, ou bien même un soignant qui s'est bien occupé de lui, ou si à l'inverse, il n'oublie jamais quelqu'un qui lui a fait du mal. Et cette mémoire lui sert à pouvoir se repérer dans la savane, connaître les points d'eau, les fruits de saison là où il se trouve. Et également, quand il est domestiqué, ça lui permet de reconnaître des outils et de pouvoir travailler. Donc il a vraiment une mémoire magnifique qui favorise ses interactions sociales au sein du groupe. Vous avez eu une mémoire d'éléphant, Moustapha? J'espère. Très bien. Merci. Il y a rendez-vous la semaine prochaine. Ne faites pas de mal aux éléphants. Ils n'oublient jamais. C'est plus sage comme ça. La totale dimanche, c'est fini. Mahmoud Ibra Kane. Merci à toute l'équipe Masmou pour la réalisation technique. Omar Kane pour la coordination au niveau de la rédaction. Tout à l'heure à 22h, vous aurez Omnisport avec Malik Tchandoum et son équipe sans doute pour faire l'analyse de la finale Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Il y a quelques instants, on me disait que Bayern avait marqué un but. Moi, je suis supporter parisien, je ne le cache pas. Bon, j'espère qu'ils vont égaliser.
Et puis demain à 6h30, vous aurez Boubacar Diallo qui viendra en courant avec ses matinaux pour Toc Toc. Passage de relais à 7h d'ailleurs, à 6h30 entre Aïssata Ndiaye et Boubacar Diallo. Aïssata qui vous tiendra en haleine à partir de 5h45 avec son équipe également pour Dakar Direct. Plus tard dans la journée, 18h30, bloc d'info Khalifa Diakhaté. Merci de nous avoir regardés ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine justement.